Moi, ma plus grande envie, c'est d'avoir une vie comme tout le monde. Je veux un travail, avoir un appartement. Je voudrais aussi me marier et avoir des enfants. Mais je sais que pour avoir tout ça, avec mon handicap, il reste beaucoup de choses à accomplir. Je m'appelle Pierre et j'ai été diagnostiqué autiste à mes 9 ans. Teen Story. Ce que je vais vous raconter là, vous allez halluciner. C'est un truc de ouf. Je sais que ça peut paraître dingue parce qu'on était jeunes avec mon copain, mais on a décidé de le garder. C'est le genre d'opportunité, ça n'arrive qu'une fois dans ta vie. Moi, personnellement, j'ai pas hésité une seule seconde. J'étais trop fière de moi. Il y avait mon père, ma mère, ils avaient les larmes aux yeux, trop d'émotions. Ce qui m'est arrivé, ça pourrait arriver à n'importe qui. Et ça, on me l'a jamais dit avant. Teen Story. Dans mon enfance, dans l'école maternelle et primaire, je ressentais déjà une différence qui me faisait un peu exclure, entre guillemets, du cercle de l'école et de l'encadrement qu'il y avait, parce que j'avais déjà du mal à m'exprimer, ou j'avais une motricité qui était, on va dire, très compliquée, quoi. La première année, j'étais en maternelle. J'étais harcelé évidemment dans cette école car les jeunes ne comprenaient pas en fait l'autisme. Enfin, c'est quelque chose qui en fait ça se voit pas. Comme on comprenait pas, du coup on embêtait parce que c'était à mon avis drôle ou que c'était de la rigolade évidemment. Alors les grands demandaient de m'embêter beaucoup en disant tiens embête-le Louis parce que je réussissais pas trop. C'était que de la violence autour et c'était très difficile à supporter, c'était d'abord très épuisant. C'était très dur, quoi. Alors je revenais avec des bleus, et maman le remarquait évidemment d'ailleurs assez vite, ce que moi je me rendais pas compte, et du coup maman a rapporté le problème au prof. À cette époque-là, on ne prenait pas du tout en compte le harcèlement, et ma mère a pris dans le relais, a dit stop, je vais le désinscrire parce que ça sert strictement à rien. On va évidemment changer d'école et on va trouver une école qui est meilleure pour lui. Ma mère a trouvé une école qui accepte vraiment tous les profils. Et cette école, j'ai rencontré plein d'amis d'ailleurs. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants comme moi, en fait, qui avaient une différence et qui étaient autistes, mais que j'ai pu savoir bien plus tard. Et que je ne m'attendais pas du tout non plus. Et cette école était vraiment très bénéfique parce qu'on pouvait faire des classes vertes. On allait par exemple au SFAL, on faisait des activités. Et en même temps, on apprenait avec chacun évidemment sa classe, avec très peu d'élèves. Et vraiment, là, je me sentais très très bien. Alors oui, il y a eu quelques petits moments, on va dire, de disputes et autres. Et peut-être que c'était pas parfait, mais j'ai passé évidemment les plus beaux moments à ce moment-là. Alors, quand j'étais plus jeune, avant mes 9 ans, ma logopède affirmait que j'étais dysphasique, alors que c'est un trouble du langage, chose que du coup je n'avais pas du tout, je n'avais pas de dysphasie. Et tous les professionnels à ce moment-là étaient sûrs que j'aurais un déclic, comme si d'un seul coup, je vais ne plus avoir de problème par la suite et que ça va aller mieux. Et ce qui était fou, c'est vraiment que ma directrice de primaire ne croyait pas du tout que j'étais autiste. C'est parce que elle me voyait la regarder dans les yeux. Elle me disait non mais il est pas autiste, il me regarde dans les yeux, donc pourquoi évidemment vous dites qu'il est autiste? Et en plus de ça, j'étais sociable. J'étais pas quelqu'un qui était ultra timide, ultra introverti. Donc je n'avais pas le cliché de l'autisme qui était dans son coin, qui ne regardait pas en face. Donc voilà, j'étais, on va dire, hors norme dans ce cliché-là. On a été à l'hôpital avec ma mère pour faire un diagnostic. À ce moment-là, j'avais 9 ans. Et on a pu voir une docteure. Et cette personne m'a diagnostiqué autiste. C'était une sorte de forme légère. Et c'était la première fois où j'entendais ce mot autiste. Dès que j'avais reçu ce mot, c'était pour moi une délivrance à part entière et de me dire, ok,
je suis différent, je sais que je suis autiste, et ben justement, je vais en parler. Parce que j'ai estimé que c'était important. C'était vraiment au scout que j'ai pu vraiment le raconter la première fois. C'était pendant un grand camp d'ailleurs. Et j'ai pu raconter à tout évidemment mes amis qui étaient là. Et à la fin, une fois que j'ai fini mon explication de dire voilà qu'est-ce que j'avais envie de raconter, tout le monde m'a applaudi à la fin. Et je trouvais ça extraordinaire de la part de mes potes. Et ça a vraiment, on va dire, ouvert une petite boîte de Pandore, en fait, d'une ouverture d'esprit immédiate. Et c'était magnifique, quoi. Alors, au moment où le diagnostic est tombé et qu'on a annoncé que j'étais autiste, mes parents se sont automatiquement séparés. Au fond, ils n'étaient pas d'accord sur la façon de faire avec moi. Alors ma mère a fait tout pour que je m'autonomise et que je puisse enfin vivre par moi-même, donc vraiment avoir un studio, avoir un appart. Et on avait cette force commune et on s'est compris tout de suite dès le début et j'ai pu évoluer avec elle, c'était waouh. Alors pour mon père, il fallait que je laisse tomber de m'autonomiser un jour. Il avait peur qu'il m'arrive des bricoles, genre que je me fasse agresser, que je me fasse arnaquer. Il avait peur de tout. Donc j'ai vraiment pas pu faire quoi que ce soit avec lui. Et en plus, savoir que mon père ne croyait pas du tout en moi, en mes capacités, en mes façons de fonctionner. Enfin vraiment, ce manque de confiance ne m'a pas aidé à avancer. Là, je grandis et j'arrive dans une école secondaire. C'est une école spécialisée pour les personnes autistes légers. C'était dans un enseignement professionnel pour avoir un certificat en fin d'année. Dans cette école, ils avaient des cours de codes sociaux et ça m'a vraiment, mais vraiment beaucoup aidé. Si je devais donner un exemple pour les codes sociaux, c'est par exemple dire bonjour avec la main, faire la bise quand on connaît la personne en face de nous, ou par exemple manger avec les couverts, que ce soit impoli. C'est une manière de comprendre le monde qui nous entoure. Comme les autistes, ils ont beaucoup moins de neurones miroirs et du coup, ils n'ont pas la capacité d'imitation. C'est plus difficile d'intégrer les codes sociaux. Alors, le professeur mettait en scène 2 élèves. Elle disait, on va faire une situation adaptée et une situation non adaptée. Et en fait, c'était un guide, littéralement. Et ce qui était bien, c'est que ceux qui faisaient le sketch, les autres le regardaient. Parce que du coup, comme j'ai un truc visuel et que je vois ça en face, et que je vois comment se débrouiller, je me dis, ah oui, c'est comme ça que je dois faire. Ah ouais, oh, c'est bien, dit. Oh, mon Dieu. Alors, il faut savoir que, même s'il y a des similitudes, chaque profil autistique est très différent. On n'a pas la même manière de fonctionner. Moi, j'ai pas de filtre d'information. Je sais pas contextualiser et classifier les choses, ce qui fait que je peux avoir beaucoup d'idées en tête, et ce qui fait que, du coup, je sais pas me concentrer. Par exemple, imaginons que nous avons les feux de signalisation qui sont en panne, où il y a un policier qui lève la main. Tout le monde va comprendre pourquoi il lève la main, c'est parce que c'est pour faire stop, et des fois il laisse passer les autres voitures pour que, évidemment, le trafic se fluidifie. Mais moi, je vais être en mode, genre, je vais croire qu'il va me dire bonjour. Mais attends, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il fait quelque chose d'intéressant ou il me dit bonjour ? Attends, je vais lever la main pour voir. Malheureusement, en 4e année, j'ai subi un harcèlement d'un des gars dans ma classe. Et du coup, j'avais perdu mon cadre bienveillant de l'école. Et je voulais plus y retourner en étant tout le temps avec cette personne. Parce que il faut comprendre qu'on était déjà 5 par classe et qu'on est 40 en tout dans l'école. Et donc, il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Du coup, je le voyais presque tous les jours. On en a parlé à la direction. Et encore une fois, l'école a totalement fermé les yeux sur le problème. Et pour faire très simple, c'est moi qui suis parti. Ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de rejoindre une école spécialisée
de type Informe 3 qui du coup était aussi tout près de chez moi. Alors dans cette école, j'avais le choix entre 4 types de métiers. Travaux de bureau, travaux de magasin, aide aux personnes et sérigraphie. Et du coup, j'étais très limité de faire un choix. Et moi, j'ai choisi les travaux de magasin et j'ai pu devenir jusqu'à la fin d'année auxiliaire de magasin, donc vendeur. Faire de la vente dans un magasin, c'était pas trop mon truc. Pour moi, c'est impossible évidemment de tenir la conversation avec un client, lui mentir, faire en sorte que évidemment c'est un bon produit. Ça correspondait pas du tout à ce que je pensais évidemment et tout. Et quand un client est énervé parce qu'il se sent pas bien, bah du coup tu dois prendre automatiquement du recul et pour moi c'est pas possible. En fait, cette école m'a complètement démotivé. Moi en fait ma passion c'était l'informatique à cette époque, mais il y avait aucune école spécialisée dans l'informatique et surtout dans le professionnel, comme c'était le cas évidemment dans cette école. Il n'y a aucune formation pour les personnes autistes, mais aucune. En fait, la société à ce moment-là, quand j'étais en secondaire, c'est les autistes ne savent rien faire, de rester dans leur coin, alors que on a un cerveau adapté au monde de l'informatique. Alors malgré toutes ces difficultés dans l'école, j'ai pu quand même obtenir mon diplôme en tant qu'auxiliaire de magasin. J'avais envie quand même de continuer un parcours de formation parce que j'estime que l'informatique, j'en avais pas assez. Avec l'aide de ma mère, on a réussi à m'inscrire dans une école d'informatique et du coup, j'intègre cette formation. Je sens que c'est vraiment mon domaine et que vraiment c'était le lieu idéal. Et malheureusement, le Covid est arrivé en 2020, comme tout le monde le sait. Le Covid a été une catastrophe pour moi. L'ambiance qui était ultra angoissante. J'ai été confronté à l'une des peurs les plus énormes, c'est d'être seul. Et ma mère et moi, on était vraiment en train de se protéger nous deux. Tout ce qu'on avait construit pour que je sois évidemment bien dans une sociabilité, c'est très simple, ça s'est complètement effondré. J'ai perdu mes repères, mes habitudes, je ne savais plus du tout où aller et donc du coup je ne faisais plus rien. Que je repense à ces moments dans la période Covid, j'ai encore quelques séquelles. J'avais l'impression de recommencer vraiment tout à zéro. Ça m'a mis des idées très très noires. Mais je me suis rendu compte que ça servait à rien et avec l'aide de ma mère, j'ai pu remonter la pente et me dire ce n'est pas grave, il y a une montagne à monter, je vais vers cette montagne. Je me suis construit une activité, un nouveau cadre et ça m'a permis vraiment de remonter la pente. Et ça, c'est parce que je me suis intéressé à la musique et particulièrement au DJing, donc à faire des DJ sets sur mon balcon pendant le confinement. Et si on devait le mettre un titre, je suis devenu un ambianceur de balcon. Alors je vais juste mettre la musique d'ambiance. Et donc du coup tous les soirs, entre 19h45 et 20h15, je pouvais aller sur mon balcon, diffuser la musique. Vraiment, j'étais le DJ évidemment de la rue et ça a pu vraiment nous unir, moi et les voisins. Alors, il y a une petite info pour ceux qui sont sur le groupe, où il y a évidemment notre chère voisine du numéro 6 ici. Et les gens dansaient sans se soucier de savoir si c'était bien ou pas. Et même ceux qui me connaissaient pas vraiment, tout le monde me disait à la fin « merci ». Ça m'a sorti du trou, ça m'a vraiment porté une bénédiction mais de dingue et l'amour était bien présent à ce moment-là et je pense que j'en avais bien besoin. Alors, j'aimerais bien être payé en tant qu'artiste, même si actuellement c'est plus comme un hobby. J'ai mon matériel de musique, j'ai ma propre batterie que j'ai déjà depuis évidemment tout petit d'ailleurs. J'ai mon propre studio avec ma table de mixage, mon ampli,
et mes micros pour ma batterie, mais que j'ai prêté pour les autres musiciens qui viennent, parce que j'ai mon groupe qui s'appelle The Smileys, et dont on fait des répètes tous les samedis. Alors, c'est un groupe de rock qui compose 4 musiciens, et on fait des répètes de folie avec le coach, qui est le père des 2 jumeaux qui sont dans le groupe, et on s'amuse comme des petits fous. Dans ce groupe, je fais de la batterie, et j'ai vraiment pu développer la batterie à partir de mes 9 ans et de la développer par la suite, à comprendre comment fonctionne. Je suis un vrai métronome, parce que j'arrive évidemment à être dans l'improvisation assez facilement. L'objectif du groupe, c'est un objectif, un sourire. On veut vraiment donner le sourire aux gens et donner la possibilité de dire les gars, on est là pour faire sourire, hein, donc venez évidemment nous soutenir, hein, c'est le but. Hein. Au fond, la musique, ça apporte du bonheur et c'est aussi bien pour moi que pour les autres. Alors aujourd'hui, j'aimerais beaucoup rencontrer quelqu'un. Je n'avais jamais eu de vraie relation amoureuse qui était sur le long terme. Le souci avec les relations amoureuses, c'est que les codes sociaux amoureux, c'est très compliqué parce que les personnes autistes, malheureusement, n'ont pas, par exemple, s'ils vont faire un signe pour dire je t'aime bien ou je t'apprécie, moi je vais pas l'interpréter comme ça. Je vais le voir, mais je vais être vraiment dire est-ce qu'elle veut être avec moi ou autre. Donc, si une fille doit être en couple avec moi, elle doit me le faire comprendre très clairement et avoir le courage de le dire. Sinon, je ne vais pas le savoir et ça va être très compliqué pour moi de le comprendre. Et moi, j'ai un petit peu peur de faire le premier pas, car je ne sais pas comment faire avec elle. Je ne sais pas si elle sera sincère, si elle fera semblant. Je me sens un peu dépassé dans tous ces cas, franchement. J'espère trouver un travail en tant que technicien IT, donc technicien informatique. Et j'ai fait une formation dont il y aura une suite de réparation de smartphones. J'espère qu'à travers cette formation, je trouverai un travail. Ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de mettre des choses en place pour vraiment devenir autonome. Les plus grandes étapes que j'ai pu avoir ces dernières années, c'est vraiment avoir mon appartement, mon endroit, mon lieu. Alors, l'appartement est juste au-dessus de ma mère, mais on essaye de faire comme si j'étais totalement indépendant, donc comme si j'étais locataire, parce qu'au moment où j'aurai une autre maison dans un autre lieu, ça va être le cas. Donc autant être déjà, de partir déjà là-dessus et de dire c'est possible. Et c'est pour ça qu'on fait un maximum pour que ma mère n'intervienne pas du tout dans mes tâches quotidiennes, que ce soit moi qui le fasse. Et là, en fait, pour ces tâches quotidiennes, j'ai mis des choses en place. J'ai mis des listes bien structurées. Par exemple, ouvrir les fenêtres pour aérer un peu la pièce, se laver et faire sa toilette le soir ou le matin, et faire le petit déjeuner, le préparer à l'avance. Vraiment tout ce qu'un appartement a besoin, et ce qu'on a mis en place avec ma mère a vraiment essayé que ma semaine évidemment se passe bien, encadrée par 2 accompagnatrices le lundi et un accompagnateur le jeudi, qui vérifie que les tâches, que ce soit la vaisselle ou autre, soient bien faites en place, et voir si j'ai bien compris le fonctionnement et de comment le faire. Mais le démarrage et le faire ensemble, rien que d'avoir la personne avec moi, c'est très bénéfique et ça me permet de me dire je le fais pour elle et en même temps pour moi, et comme ça je prends l'habitude de le faire. Cette routine, en le faisant plusieurs fois, ça va m'apprendre à le faire automatiquement, à même plus y penser en fait. Et vraiment j'ai évolué, et si je devais demander à tous ceux qui m'ont connu, vraiment ils auraient dit ah oui mais lui il a évolué de ouf comme pas possible, et c'est un peu bien-être. Teen Story. Pour cet épisode, Pierre a confié son histoire à Damien Delanoë. Teen Story, une série podcast RTBF produite par Pod sous la direction éditoriale de Céline Duvivier et Damien Delanoë.